Je suis rentré chez moi après un service de 18 heures et j'ai trouvé ma fille endormie. Quelques heures plus tard, j'ai essayé de la réveiller, mais elle ne répondait pas. J'ai confronté ma mère et elle m'a dit qu'elle était embêtante, alors elle lui a donné des pilules pour qu'elle se taise. Ma sœur a soufflé, elle se réveillera probablement. Et si elle ne se réveille pas, au moins on aura un peu de paix. J'ai appelé une ambulance, et quand on m'a donné le rapport, je suis resté sans voix. Les lumières fluorescentes du couloir de l'hôpital brillaient au-dessus de ma tête pendant que j'étais assis dans la salle d'attente, les mains encore tremblantes à cause de l'adrénaline qui me tenait debout depuis 6 heures. Je m'appelle Evan Harper et je suis infirmier aux urgences, j'ai 34 ans, et je travaille à l'hôpital général Setemri. Je venais de finir un service de 18 heures en remplaçant un collègue malade, et j'avais tout vu, crise cardiaque, overdose. C'est ironique, car maintenant que je rentrais enfin chez moi, dans mon petit appartement de 2 pièces, à 2 heures du matin, j'étais épuisé, au-delà des mots. Ma fille de 5 ans, Clara, dormait profondément dans son lit, son petit corps ne laissant presque aucune trace sur le matelas. Elle avait l'air d'un ange, ses cheveux noirs étalés sur l'oreiller, enlaçant son éléphant en peluche, Monsieur Cacahuète. J'ai souri malgré ma fatigue, et je l'ai embrassé doucement sur le front avant d'aller dans ma propre chambre. Je devrais expliquer notre situation. Après mon divorce avec la mère de Clara, Anne, il y a 2 ans, les choses étaient devenues compliquées financièrement. Anne était partie vivre en Californie avec son nouveau copain, me laissant Clara à temps plein. Ma mère, Linda, 58 ans, avait emménagé chez moi pour m'aider à m'occuper de Clara pendant que je faisais mes longs horaires à l'hôpital. Ma petite sœur, Nathalie, 26 ans, vivait aussi avec nous depuis 6 mois après avoir perdu son travail et s'être fait expulser de son appartement. Ce n'était pas une situation idéale. Linda avait toujours été autoritaire, elle ne s'était jamais vraiment attachée à Clara. Elle la voyait plus comme un fardeau que comme une bénédiction. Nathalie, c'était pire. Depuis que sa vie avait basculé, elle était devenue de plus en plus amère et désagréable. Elle ne cachait pas qu'avoir une petite fille dans les pattes l'agaçait et limitait son style de vie. Je me suis réveillé vers 10 heures du matin, un peu plus humain après 8 heures de sommeil. L'appartement était étrangement silencieux. D'habitude, Clara se levait à 8 heures pile, bavardant sans arrêt et réclamant le petit déjeuner. Je suis allé dans sa chambre en pyjama, et je l'ai trouvée encore dans son lit, exactement dans la même position que quand je l'avais laissée. « Clara, ma chérie, il est temps de te réveiller », ai-je dit doucement en m'asseyant au bord de son lit. Elle n'a pas bougé. J'ai réessayé, un peu plus fort cette fois, en lui secouant doucement l'épaule. Rien. Une peur glaciale a commencé à grimper dans ma colonne vertébrale. Dans mon travail, j'en avais vu assez pour savoir quand quelque chose allait vraiment mal. Clara respirait, mais c'était superficiel et irrégulier. Sa peau était moite et froide. Quand j'ai soulevé sa paupière, sa pupille était dilatée et réagissait lentement à la lumière. « Maman !» ai-je crié, la voix pleine de panique, en prenant Clara dans mes bras. « Nathalie, viens tout de suite !» Linda est apparue dans l'embrasure de la porte, une tasse de café à la main, l'air agacé d'avoir été interrompue. Nathalie est arrivée derrière elle, traînant les pieds, toujours en robe de chambre, avec une tête de lendemain de fête. « C'est quoi tout ce vacarme ?» demanda Linda, irritée. « Il y a un problème avec Clara. Elle ne se réveille pas, et sa respiration est très faible. Il s'est passé quelque chose pendant que je dormais? Elle a mangé un truc bizarre? Elle est tombée ?» L'expression de Linda a changé, à peine, mais je l'ai remarqué. Des années à lire les visages en urgence m'ont rendu sensible aux micro-expressions. « Elle allait bien quand elle s'est couchée », dit Linda, mais sa voix manquait de conviction. « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Qu'est-ce qui s'est passé après que je sois rentré ?» Un long silence. Nathalie inspectait ses ongles, comme si elle s'en fichait, et Linda tournait sa cuillère dans son café. Elle était embêtante, finit par dire Linda, sur la défensive. Elle s'est relevée vers minuit en disant qu'elle avait fait un cauchemar. Elle ne voulait plus dormir. Alors je lui ai donné quelques-unes de mes pilules pour dormir, pour la calmer. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. « Tu lui as donné quoi ?»« Juste une de mes pilules pour dormir. Peut-être 2. Rien de grave. Elle avait besoin de dormir. Et toi aussi, après un si long service. » Je l'ai regardé, complètement incrédule. « Tu as donné des somnifères à une petite fille de 5 ans? De quel type? Combien? » De mes médicaments prescrits. Du Zolpidem, je crois. 2 comprimés. Mais elle est grande pour son âge. Je pensais que ce serait bon. Nathalie a éclaté d'un rire cruel. Elle se réveillera sûrement. Et si ce n'est pas le cas, on aura enfin un peu de paix ici. L'indifférence cruelle dans cette phrase m'a glacé le sang. J'ai vraiment regardé ma sœur. Et je n'ai reconnu personne.
Nathalie avait toujours été égoïste, immature, mais jamais cruelle. Jamais au point de plaisanter sur la vie d'une enfant. Je n'ai pas perdu de temps à discuter. L'état de Clara empirait de minute en minute. Je l'ai enveloppée dans une couverture et j'ai appelé le 911. Mon instinct médical a pris le dessus, même si ma main tremblait de rage et de peur. 911. Quelle est votre urgence? Je suis Evan Harper, infirmier à l'hôpital général. J'ai besoin d'une ambulance tout de suite. Ma fille de 5 ans a reçu du zolpidem vers minuit et ne répond plus. Je leur ai donné mon adresse et les signes vitaux de Clara, autant que je pouvais les évaluer sans équipement. Les ambulanciers sont arrivés en 8 minutes. Une éternité quand c'est ta propre fille. Qu'est-ce qu'on a? Demanda Maria Santos, la chef paramédicale, que je connaissais de l'hôpital. Fille de 5 ans. 2 comprimés adultes de zolpidem estimés. Il y a environ 10 heures. Réagit à la douleur, mais pas à la voix. Pupille dilatée, respiration faible à 16 par minute. Pouls à 58. Le visage de Maria est devenu grave. Elle a commencé une perfusion. On l'emmène immédiatement au service pédiatrique. Possibilité de surdose. Le trajet à l'hôpital a été un tourbillon. Je tenais la petite main de Clara pendant que Maria et son collègue la stabilisaient. Je ne pouvais penser qu'à une chose. J'avais échoué à protéger ma propre fille. À l'hôpital, Clara a été emmenée directement aux urgences pédiatriques. La docteure Jennifer Wall, chef des urgences pédiatriques, a pris en charge les soins. J'ai dû reculer et les laisser faire leur travail, ce qui était une torture pour moi qui ai l'habitude d'être celui qui agit. Evan, j'ai besoin que tu me dises exactement ce qui s'est passé, dit la docteure Wall pendant une pause. Je lui ai tout raconté. Mon retour après le service, la découverte de l'état de Clara et l'aveu de ma mère sur les pilules. Tu sais quel médicament? Et la dose? Zolpidem. 10 mg. 2 comprimés. La docteure Wall hocha la tête, sérieuse. On va faire une analyse toxicologique complète. Mais si c'est bien du zolpidem, elle a reçu une dose adulte. C'est une overdose sévère. La bonne nouvelle, c'est qu'on l'a détectée à temps. Pendant les 4 heures suivantes, je suis resté impuissant à regarder l'équipe médicale se battre pour sauver ma fille. Ils lui ont lavé l'estomac, lui ont donné du charbon actif, et l'ont gardé sous perfusion pour aider à éliminer le médicament de son corps. Peu à peu, Clara a commencé à réagir. Sa respiration s'est améliorée. Sa couleur est redevenue normale. Et finalement, enfin, elle a ouvert les yeux et a murmuré. « Papa !» Je me suis effondré complètement, la serrant dans mes bras, pendant qu'elle me demandait, confuse, pourquoi elle était à l'hôpital. Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Pas encore. Comment expliquer à une petite fille de 5 ans que sa propre grand-mère l'a empoisonnée? La docteure Wall m'a pris à part une fois Clara stabilisée et transférée dans une chambre normale pour observation. Evan, je dois te demander, as-tu l'intention de porter plainte? Parce que ce qui s'est passé ici, ce n'est pas un accident. Ta mère a donné délibérément des médicaments d'adulte à ta fille. La dose qu'on a trouvée dans son corps aurait pu être mortelle. Ces mots m'ont frappé comme une massue. Mortelle. Ma mère avait failli tuer ma fille. Par pure négligence et indifférence. J'ai besoin de réfléchir, ai-je dit, engourdi. Je comprends. Mais tu dois savoir qu'on est obligé d'en informer les services de protection de l'enfance. Il y aura une enquête. J'ai hoché la tête, incapable de tout assimiler. Tout ce à quoi je pensais, c'était le rire cruel de Nathalie, et sa remarque horrible sur le fait d'avoir enfin un peu de paix. Si Clara ne se réveillait pas, ce soir-là, après que Clara ait été admise pour observation, et dorme en sécurité sous surveillance médicale, je suis rentré chez moi pour confronter ma famille. J'avais eu 6 heures pour réfléchir, et la colère qui grandissait en moi s'était changée en quelque chose de froid et calculé. Linda et Nathalie étaient dans le salon, en train de regarder la télé comme si de rien n'était. Elles m'ont regardé en entrant, avec un air normal, comme si rien ne s'était passé. « Comment elle va ?» demanda Linda, avec ce qui ressemblait presque à de la vraie inquiétude. « Elle a failli mourir », ai-je dit calmement. Le médecin a dit qu'1 heure ou 2 de plus en soins, et on l'aurait perdue. Le visage de Linda est devenu pâle. Je ne savais pas. Je veux dire, je lui ai juste donné ce que je prends pour dormir. Je ne pensais pas que... Tu ne pensais pas que quoi? Que donner des médicaments d'adulte à une gamine de 5 ans était dangereux. Tu n'as pas pensé à m'appeler?
Tu n'as pas pensé à lire les instructions sur la boîte? Ne me fais pas la morale, Evan. J'essayais d'aider. Tu étais épuisé. Et elle était difficile. Nathalie leva les yeux au ciel. Quelle drama queen. Elle va bien, non? Je la regardais, choqué. Bien. Elle était dans le coma pendant 6 heures. Elle aurait pu mourir. Mais elle n'est pas morte, répondit Nathalie en haussant les épaules. Problème réglé. C'est là que j'ai su ce que je devais faire. Ces personnes, ma propre famille, avaient mis la vie de ma fille en danger et ne ressentaient aucun remords. Pire encore, elle voyait Clara comme une gêne dont il fallait se débarrasser. Vous partez toutes les deux, ai-je dit calmement. Ce soir. Attends une minute, commença Linda. Tu as empoisonné ma fille. Tu as failli la tuer. Et toi, dis-je à Nathalie, tu as clairement dit que tu t'en fichais si elle mourait. Je veux que vous sortiez de ma maison immédiatement. Tu ne peux pas nous virer comme ça, protesta Nathalie. Je n'ai nulle part où aller. Tu aurais dû y penser, avant de souhaiter la mort de ma fille. Je plaisantais. Vraiment, parce que tu ne semblais pas très inquiète, quand je t'ai dit qu'elle était dans le coma. Linda tenta une autre approche. Evan, sois raisonnable. J'ai fait une erreur. Mais je reste ta mère. Et tu as besoin d'aide pour Clara. J'ai besoin d'aide de gens qui ne mettent pas Clara en danger. Et vous n'êtes pas ces gens. Elles ont commencé à parler en même temps, cherchant des excuses, protestant. Mais je ne les écoutais plus. Je leur ai donné 2 heures pour faire leurs valises et partir. Linda a continué à supplier, disant qu'elle n'avait nulle part où aller. Mais je n'ai pas cédé. Nathalie entrait et sortait de l'appartement, furieuse, lançant des injures, jetant ses affaires dans des sacs poubelles. Linda a fait une dernière tentative pour me faire changer d'avis. Tu vas le regretter, Evan. Tu ne pourras pas gérer ton travail et Clara seule. Tu reviendras ramper vers moi dans 1 mois. Peut-être que ce sera dur, ai-je admis. Mais au moins, Clara sera en sécurité. Nathalie s'est arrêtée pour lancer son adieu venimeux. Tu fais une grosse erreur. Cette gamine va te pourrir la vie. Et quand elle le fera, ne viens pas pleurer chez nous. Ma fille est déjà ma vie, ai-je répondu. Et ça, tu ne le comprendras jamais. Après leur départ, je me suis assis dans l'appartement devenu silencieux et j'ai passé quelques appels. D'abord, j'ai appelé ma superviseure à l'hôpital pour lui expliquer la situation et demander une réduction temporaire de mes heures de travail. Elle a été compréhensive et m'a tout de suite approuvé un emploi du temps allégé, avec surtout des horaires de jour. Ensuite, j'ai appelé mon avocat, Michael Rodriguez, celui qui m'avait aidé pendant mon divorce. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé, et je lui ai demandé ce qu'il en était si je voulais porter plainte contre Linda. Evan, c'est grave, ce qu'a fait ta mère. C'est considéré comme de la mise en danger d'enfant, au minimum. Et peut-être même une tentative d'homicide involontaire, selon comment le procureur voudra classer l'affaire. Le fait que Clara ait failli mourir, c'est un crime. Je veux porter plainte, ai-je dit sans hésiter. Tu es sûr? Une fois qu'on commence, on ne peut plus revenir en arrière. Ta mère pourrait aller en prison. Elle a failli tuer ma fille. Et si c'était un inconnu qui avait fait ça, tu me demanderais si je veux porter plainte? Bien sûr que non. Alors le fait que ce soit ma mère ne change rien. Le lendemain matin, je suis allé au commissariat pour porter plainte officiellement. J'ai rencontré la détective Anne Morrison. J'ai apporté tous les dossiers médicaux de Clara et le rapport de la docteure Wall détaillant la gravité de l'overdose. La détective Morrison a été très professionnelle. Elle a pris ma déposition, examiné les preuves et m'a expliqué les prochaines étapes. On va devoir interroger votre mère et votre sœur. Avec les preuves que vous avez données, on a de quoi pour les accuser de mise en danger d'un enfant et potentiellement de complicité. Les propos de votre sœur, disant qu'elle s'en fichait si la petite mourait, pourraient être utilisés comme preuve de conspiration ou de non-assistance. Et pour ce que ma mère a dit, qu'elle ne savait pas, que c'était un accident. Donner un médicament d'adulte à un enfant sans avis médical, c'est de la négligence grave. Et ne pas appeler à l'aide quand elle ne se réveille pas, ça aggrave les choses. L'enquête a avancé rapidement. Linda avait emménagé chez sa sœur Margaret, et Nathalie dormait sur le canapé d'un ami. Elles ont été arrêtées 1 semaine plus tard. Mais avant même ces arrestations, j'avais commencé à mettre en place ma propre justice. J'ai documenté chaque chose. Chaque conversation, chaque remarque blessante, chaque moment où elles ont été froides ou cruelles envers Clara. Je notais tout, date,
Paroles, attitudes, témoins. J'ai même gardé leurs messages vocaux et enregistré quelques appels téléphoniques légalement, car dans mon état, une seule personne doit être au courant. Linda m'a appelé plusieurs fois après avoir été mise dehors. Elle essayait de me culpabiliser. Evan, je suis ta mère, je t'ai élevé. C'est comme ça que tu me remercies? Quand ça ne marchait pas, elle devenait agressive. Tu détruis cette famille pour un accident. Clara va bien maintenant. J'ai enregistré chaque appel. Elle ne montrait aucun remords. Elle minimisait tout ce qu'elle avait fait. Elle se faisait passer pour la victime. Nathalie, elle, était encore pire. 3 jours après l'incident, elle m'a laissé un message vocal qui m'a glacé le sang. Evan, tu fais ton cinéma. Les gosses tombent malades tout le temps. Au moins maintenant tu sais qu'elle supporte un peu de médicaments. Peut-être que la prochaine fois, elle dormira toute la nuit sans nous embêter. J'ai fait écouter ce message à la détective Morrison. Elle semblait malade après l'avoir entendu. Monsieur Harper, ça fait 12 ans que je fais ce métier. Et je n'ai presque jamais entendu un tel mépris pour le bien-être d'un enfant. Ce message, à lui seul, prouve leur état d'esprit. Pendant qu'on attendait les arrestations, j'ai pris rendez-vous avec la pédiatre de Clara, la docteure Amanda Foster, pour un bilan complet. Elle suit Clara depuis sa naissance. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, elle était horrifiée. Evan, ce que ta mère a fait aurait pu causer des dommages cérébraux permanents. Même si Clara a survécu, le zolpidem peut provoquer une dépression respiratoire sévère chez les enfants. Ça peut couper l'oxygène du cerveau. Le fait que Clara s'en soit sortie sans séquelles est un miracle. Son rapport médical est devenu une pièce essentielle du dossier. Elle y a détaillé non seulement les effets immédiats de l'overdose, mais aussi les possibles conséquences à long terme, que Clara a heureusement évitées. Retard de développement, problèmes de mémoire, troubles du comportement. J'ai aussi consulté un psychologue pour enfants, le docteur Richard Reyes, pour évaluer l'impact psychologique de ce que Clara avait vécu, même si elle ne se souvenait pas de l'empoisonnement. Le docteur Reyes craignait que l'environnement familial l'ait affectée. Les enfants sont très sensibles, m'a-t-il expliqué. Même si Clara ne se souvient pas consciemment de ce qui s'est passé, elle a sûrement senti les attitudes négatives de votre mère et de votre sœur envers elle. Ce rejet peut avoir des effets durables. Sur ce conseil, j'ai inscrit Clara à une thérapie par le jeu, à la fois pour la protéger et pour constituer une preuve du traumatisme psychologique. Sa thérapeute, Maria Gonzalez, a remarqué que Clara était anxieuse près des femmes plus âgées, surtout celles qui ressemblaient à Linda. Elle devient collante quand elle croise des femmes de l'âge et de la taille de votre mère, a rapporté Maria. Et elle demande souvent si quelqu'un va la faire dormir pendant les séances. Ça montre qu'elle garde une mémoire subconsciente de l'incident. Avec toutes ces preuves, je me suis de nouveau réuni avec la procureure adjointe Patricia Harper. Je lui ai montré toute la documentation que j'avais rassemblée. Les rapports médicaux, les évaluations psychologiques, les enregistrements audio et une chronologie détaillée des faits. Monsieur Harper, c'est l'un des cas de mise en danger d'enfants les mieux documentés que j'ai vus, m'a-t-elle dit. Votre expérience dans le domaine médical vous a vraiment aidé à tout organiser comme il faut. Elle a ajouté que les enregistrements vocaux seraient particulièrement accablants. Le manque total de remords de Linda et les propos cruels et répétés de Nathalie démontraient un schéma d'indifférence grave envers le bien-être de Clara. Linda a été accusée de mise en danger d'un enfant au 1er degré et de mise en danger imprudente. Le procureur a expliqué que, vu la gravité de l'état de Clara et le risque de conséquences mortelles, les charges passaient au niveau criminel. Elle risquait entre 2 et 5 ans de prison si elle était reconnue coupable. Nathalie, elle, a été accusée de conspiration criminelle et de ne pas avoir dénoncé une mise en danger d'enfant. Ces déclarations selon lesquelles elle se fichait que Clara meure, et le fait qu'elle n'ait pas appelé les secours alors qu'elle savait ce qui se passait, la rendait légalement responsable aussi. Mais les accusations en justice n'étaient que le début de ma revanche. Pendant des semaines, j'avais construit une stratégie complète pour m'assurer que leurs actions aient des conséquences pendant des années. J'ai commencé par créer une chronologie très précise, non seulement de l'empoisonnement, mais aussi de toutes les fois où Linda avait été méchante ou dure avec Clara. Je notais quand elle avait fait des commentaires blessants, quand elle disait que Clara était trop collante ou exigeante, et les fois où elle m'avait découragé de montrer de l'affection à ma fille. Une des pires choses que j'ai notées, c'était pendant la fête des 4 ans de Clara. Linda s'était plainte devant toute la famille. « Evan pourrit cette gamine.
Elle va grandir en petite princesse capricieuse si personne ne la remet à sa place. Plusieurs membres de la famille avaient été choqués. J'ai aussi rassemblé des preuves du ressentiment de Nathalie envers Clara. Elle appelait souvent ma fille « la morveuse » ou « ton erreur ». Elle disait que c'était une bonne chose que Anne ait abandonné Clara. Au moins une personne avait eu le bon sens de fuir. Le pire, c'est que Linda et Nathalie semblaient collaborer pour traiter Clara comme une gêne. Elle faisait des blagues sarcastiques quand elle pensait qu'elle ne pouvait pas entendre. Ça rendait l'appartement toxique pour Clara. Et je comprenais enfin pourquoi elle devenait plus renfermée ces derniers mois. Elle vivait dans une maison où 2 adultes la voyaient comme un fardeau. Et elle ne cachait même pas leur rancune. Le docteur Reyes m'a confirmé cela. Les enfants ressentent tout, même si ce n'est pas dit directement. Clara a très probablement perçu le rejet et la colère autour d'elle. Ça m'a rempli d'une rage plus profonde que pour l'empoisonnement lui-même. Ma mère et ma sœur n'avaient pas juste mis la vie de Clara en danger. Elles l'avaient détruite psychologiquement pendant des mois. J'ai tout documenté. Les dates, les heures, les témoins, les effets sur Clara. Je voulais prouver que l'empoisonnement n'était pas un accident, mais la conséquence d'un schéma de maltraitance. L'évaluation psychologique a confirmé que Clara souffrait de ce climat hostile. Elle montrait des signes d'anxiété, avait du mal à faire confiance aux adultes, et demandait souvent si les gens étaient fâchés contre elle. Pour des choses normales d'un enfant. Elle montre les signes typiques d'un enfant à qui on a fait sentir qu'il n'était pas le bienvenu chez lui, a dit le docteur Reyes. Elle cherche désespérément l'approbation des adultes. Elle veut toujours être assez gentille pour mériter l'attention. Ces éléments seraient cruciaux pour le procès, mais aussi pour détruire la réputation de Linda et Nathalie, ce que je comptais bien faire. Je n'avais pas affaire à 2 femmes qui avaient fait une erreur. J'avais affaire à 2 personnes qui avaient créé un environnement d'abus pour ma fille. Le jour des arrestations a été particulièrement satisfaisant. Elles ont été parfaitement chronométrées pour un impact maximum. J'avais discrètement prévenu un journaliste local. Quand la police est allée chez Margaret pour arrêter Linda, un photographe était là pour la prendre en photo, menottée. La photo de Linda. Elle qui avait passé des années à se faire passer pour une gentille grand-mère bénévole à l'église, fut en une des journaux. Une grand-mère accusée d'avoir empoisonné sa petite fille. Nathalie a été arrêtée dans un restaurant, alors qu'elle déjeunait avec des employeurs potentiels que j'avais identifiés via ses réseaux sociaux, et contactés discrètement. L'arrestation devant témoins a fait en sorte que la nouvelle circule vite. J'ai reçu des dizaines d'appels de journalistes qui voulaient des interviews. Au début, j'ai refusé. Mais après en avoir parlé avec mon avocat et le procureur, j'ai accepté de faire une interview bien planifiée avec la chaîne locale la plus importante. L'interview était prévue pour le journal télé du soir, à l'heure de grande écoute. Je me suis assis dans mon salon. Clara jouait tranquillement au fond, créant un contraste parfait entre une petite fille innocente et la gravité de ce qu'elle avait vécu. Monsieur Harper, a commencé la journaliste Janet Williams. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé le matin où vous avez découvert que votre fille ne se réveillait pas? J'ai raconté les faits calmement et clairement. Mon expérience médicale donnait du poids à ce que je disais sur l'état de Clara. J'ai expliqué à quel point elle avait été proche de la mort, en utilisant des termes médicaux simples pour montrer la gravité de la situation. Selon les rapports médicaux, a continué Janet, votre fille aurait pu subir des lésions cérébrales ou même mourir à cause de cette overdose. Comment réagissez-vous à l'affirmation de votre mère disant que c'était juste une erreur? C'était le moment que j'attendais. J'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé le message vocal enregistré de Nathalie. Celui où elle disait que Clara pouvait supporter un peu de médicaments. Et la traitait de gamine embêtante. Le son était clair et dévastateur. Ce message, ma sœur l'a laissé 3 jours après que Clara ait failli mourir, ai-je dit calmement. Je pense qu'il suffit à lui seul à montrer si cette famille a vraiment compris la gravité de ce qui s'est passé. Ou si, pour eux, ce n'était qu'un petit désagrément. L'expression de la journaliste a montré un vrai choc. Ce message vocal allait passer à tous les journaux de la semaine suivante. Et toute la ville allait entendre les vrais sentiments de Nathalie. Mais le moment le plus fort est venu. Quand Janet m'a demandé comment allait Clara maintenant. Elle va bien, ai-je répondu en la regardant jouer avec ses blocs. Mais rien que d'imaginer ce qui aurait pu se passer si je n'étais pas rentré cette nuit-là. En tant que professionnel de santé, je vois souvent les conséquences de l'abus et de la négligence. Mais je n'aurais jamais cru en être témoin chez moi. L'interview a été diffusée le soir même et relayée par toutes les chaînes régionales.
En 24 heures, les extraits étaient partout sur les réseaux sociaux. Le message vocal est devenu viral. Des milliers de gens le partageaient en exprimant leur horreur. Ce que je n'avais pas prévu, c'était la réaction de la communauté. Mon histoire avait touché quelque chose de profond chez beaucoup de parents. J'ai reçu des centaines de messages de soutien, des offres d'aide pour garder Clara, et même des dons pour m'aider à couvrir les frais juridiques. Plus important encore, les gens ont commencé à partager leurs propres histoires sur des membres de leur famille qui avaient maltraité ou rejeté leurs enfants. Notre affaire avait lancé un débat sur l'abus psychologique au sein des familles. Un groupe de parents a même lancé une campagne qu'ils ont appelée « La loi Clara » pour demander des peines plus sévères contre les membres de la famille qui mettent en danger des enfants. Ils ont organisé des manifestations, lancé des pétitions et gardé l'histoire dans les médias pendant des mois. L'hôpital Saint-Emery, où je travaille, a publié une déclaration publique de soutien. Evan Harper incarne la dévotion envers les enfants que nous attendons de tout notre personnel, disait-elle. Nous le soutenons pleinement dans cette période difficile. Mes collègues ont créé un fonds pour mes frais d'avocat et la thérapie de Clara, qui a récolté plus de 15 000 €. Je recevais aussi des cartes et des cadeaux de la part d'inconnus, touchés par notre histoire et voulant nous soutenir. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est la réaction des professionnels de l'enfance. Des éducateurs, des crèches, des enseignants ont lancé de nouvelles formations pour apprendre à détecter les signes d'abus psychologiques familial. Ils utilisaient le cas de Clara comme exemple, pour montrer qu'un enfant peut être en danger même avec ses proches. La directrice de la maternelle de Clara, Madame Sandra Lopez, m'a dit « Votre affaire a changé notre façon d'observer les enfants. On est bien plus attentif maintenant aux signes de rejet ou de violence émotionnelle à la maison. » Pendant ce temps, Linda et Nathalie découvraient que leur arrestation n'était que le début de leurs soucis. Les médias les avaient rendues célèbres dans toute la région. Elles avaient du mal à trouver un logement, un emploi, un soutien. Margaret, la sœur de Linda, l'a mise dehors après avoir vu les infos. « Je ne peux pas héberger quelqu'un qui a empoisonné un enfant », a-t-elle dit. « Et si elle décidait que l'un de mes petits-enfants est trop bruyant ?» La copine de Nathalie, celle qui l'avait hébergée sur son canapé, l'a aussi mise dehors. « Ma fille demande sans arrêt si la dame du poison va revenir. Et je ne veux pas de ce stress à la maison », a-t-elle expliqué. Elles se sont retrouvées pratiquement à la rue, dans des motels miteux, et personne ne voulait plus avoir affaire à elles. Leurs réseaux sociaux étaient remplis de commentaires en colère de gens qui avaient vu leur histoire à la télé. J'ai tout documenté, non pas par cruauté, mais pour montrer que leurs actes avaient des conséquences naturelles. Chaque expulsion, chaque travail perdu, chaque rejet, était une façon pour la communauté de dire « Les enfants doivent être protégés, et ceux qui leur font du mal paieront ». L'évaluation psychologique que j'avais commandée pour Clara est devenue une pièce centrale. Elle montrait que l'empoisonnement n'était pas un incident isolé, mais le résultat final de mois d'abus psychologiques. Le rapport détaillé du docteur Reyes expliquait comment les attitudes hostiles de Linda et Nathalie avaient créé un environnement où Clara se sentait non désirée et en danger. Ces preuves ont changé toute la vision de l'affaire. On ne parlait plus juste d'une mauvaise décision, mais d'un vrai schéma de maltraitance qui avait mené à un acte potentiellement mortel. Le procureur a utilisé tout ça pour justifier des accusations plus lourdes. Il expliquait que la décision de Linda de droguer Clara n'était pas une erreur isolée, mais le point final d'un comportement abusif constant, où Clara était traitée comme un problème, pas comme une enfant. Le procès a commencé 3 mois après les arrestations. Linda avait engagé un avocat qui essayait de la faire passer pour une grand-mère dépassée qui avait juste fait une bêtise. Mais la procureure adjointe Rebecca Martinez a démonté cette défense, pièce par pièce. « Mesdames et messieurs du jury », dit-elle en ouverture, « ceci n'est pas un cas d'erreur innocente. C'est une adulte qui a volontairement donné un médicament fort à une fillette, sans avis médical, sans lire la dose, sans réfléchir aux conséquences. » Le témoignage médical était accablant. La docteure Wall expliquait en détail à quel point Clara était proche de la mort, montrant des graphiques de ses niveaux d'oxygène dans le sang, et décrivant tous les soins d'urgence qu'il avait fallu. En 15 ans de médecine d'urgence pédiatrique, déclara-t-elle, « Je n'ai jamais vu un cas aussi grave, où un adulte donne volontairement un somnifère à un enfant. Le niveau de zolpidem dans le corps de Clara était presque 3 fois supérieur à ce qui est toxique pour un adulte. Alors imaginez pour une fille de 5 ans.
L'avocat de Linda tenta de dire qu'elle était juste fatiguée, qu'elle voulait aider Clara et moi à dormir. Mais la procureure a fait entendre l'enregistrement du 911, où on entend Linda au fond dire qu'elle n'avait pas besoin d'être mêlée à ce drame. Le cas de Nathalie était encore plus simple. La police avait enregistré son entretien où elle répétait qu'elle s'en fichait. Si Clara se réveillait ou non. Elle a eu plusieurs occasions de chercher de l'aide, expliqua la procureure. Elle a vu que l'enfant ne se réveillait pas. Elle a entendu son frère paniquer. Et elle a vu l'ambulance arriver. Sa seule réaction a été de se plaindre. Pas une once d'inquiétude. Le jury a délibéré moins de 4 heures. Linda a été reconnue coupable de toutes les charges et condamnée à 3 ans de prison, avec possibilité de liberté après 18 mois. Nathalie a reçu 2 ans, avec possibilité de liberté après 1 an. Mais même cette victoire légale n'était pas la fin de ma vengeance. Pendant des mois, j'avais tout consigné. Chaque parole blessante. Chaque moment où Linda et Nathalie avaient montré leur vrai visage envers Clara. J'en ai fait un dossier complet, avec rapports médicaux, documents judiciaires, témoignages. Puis je l'ai envoyé à toutes les personnes importantes de leur vie. Linda était une fidèle de l'église méthodiste Saint-Michael, très impliquée dans le groupe des femmes. Je leur ai envoyé tout le dossier, plus les papiers du tribunal. Elle a été discrètement priée de quitter toutes ses fonctions. Je l'ai aussi envoyé à son employeur, un cabinet dentaire, où elle était réceptionniste. Même si on ne pouvait pas la virer juste pour avoir été arrêtée. La mauvaise publicité et la gravité de l'affaire ont poussé le cabinet à lui demander de démissionner. La situation de Nathalie était plus compliquée. Elle était au chômage, mais avait plusieurs entretiens. Je me suis assuré qu'en tapant son nom sur Google, on tombe sur les articles de presse. Ses profils réseau ont été remplis de commentaires de gens outrés par son attitude insensible envers Clara. Mais le coup le plus dur est venu de leur propre famille. Margaret, la sœur de Linda, lui a dit de partir après avoir lu tout le dossier. Je ne peux pas héberger quelqu'un qui a empoisonné un enfant. Et si tu décidais qu'un de mes petits-enfants t'embête ? Les amis de Nathalie se sont aussi éloignés. La copine qui l'avait hébergée sur son canapé lui a demandé de partir. Quand sa fille a posé des questions sur la dame du poison. Linda a fini dans un centre de réinsertion avant son procès. Isolée, sans famille, sans amis. Nathalie s'est retrouvée dans un motel minable, payant au jour le jour. Sans personne pour l'aider. J'ai lancé une campagne sur les réseaux. J'ai posté un long message sur Facebook, racontant toute l'histoire. Avec des photos de Clara à l'hôpital, données personnelles floutées. Et des copies de rapports. La publication a été partagée des milliers de fois dans la région. Chaque employeur, propriétaire, rencard potentiel qui cherchait leur nom, tomberait sur cette histoire. Nathalie n'arrivait plus à rencontrer personne. Les hommes reconnaissaient son nom, sa photo, et perdaient tout intérêt. Les gens de l'église qui admiraient Linda la fuyaient dans la rue. Elle qui se faisait passer pour une grand-mère modèle, était devenue la mamie qui a empoisonné sa petite fille. Les conséquences financières étaient lourdes. Les frais d'avocat de Linda avaient vidé ses économies. Elle n'arrivait plus à trouver de travail. Nathalie, déjà en galère, ne pouvait plus reconstruire sa vie avec cette histoire qui la poursuivait. Quelques mois après le procès, j'ai reçu une lettre de Linda depuis la prison. Elle me suppliait de lui pardonner. Disait qu'elle voulait revoir Clara, faire les choses bien. Je lui ai répondu par une seule phrase. Tu as perdu le droit d'être sa grand-mère le jour où tu l'as empoisonnée. Nathalie, de son côté, a tenté plusieurs fois, via des connaissances, de dire qu'elle plaisantait, qu'elle ne méritait pas que sa vie soit ruinée à cause d'un malentendu. Je n'ai jamais répondu. Clara, qui avait maintenant 6 ans, s'était heureusement remise de tout ça. Elle ne se souvenait pas de cette nuit. Et je comptais bien garder ça ainsi jusqu'à ce qu'elle soit assez grande pour comprendre. Nous avions déménagé dans un nouveau quartier, plus sûr. J'avais trouvé une excellente crèche via le programme de l'hôpital. Le moment le plus satisfaisant est arrivé presque 1 an après le procès. Je faisais les courses avec Clara quand j'ai vu Nathalie à la caisse devant nous. Elle avait l'air abattue, maigre, mal habillée. Le dos voûté comme quelqu'un dont la vie s'est effondrée. Elle m'a vu et a détourné les yeux, espérant éviter un échange. Mais je n'avais rien à lui dire. Je suis resté là. Clara parlait joyeusement de sa journée à l'école. Pleine de vie, heureuse. Sans savoir que la femme devant elle avait autrefois souhaité sa mort. Nathalie a payé ses courses. Des produits génériques en promo. Et est sortie sans se retourner.
Le contraste était flagrant. Elle survivait à peine. Moi et Clara, on prospérait. C'est à ce moment que j'ai su que ma vengeance était complète. Je n'avais pas seulement puni Linda et Nathalie. J'avais veillé à ce que leurs actes les suivent toute leur vie. Leur réputation était détruite. Leurs relations brisées. Leur futur ruiné. Mais surtout, Clara était en sécurité. Elle vivait dans un foyer où elle était aimée, protégée, entourée de gens qui placent sa vie au-dessus de leur confort. Linda sortirait un jour de prison. Mais elle reviendrait dans un monde qui savait exactement ce qu'elle avait fait. Nathalie continuerait à porter le poids de ses actes, incapable de reconstruire une vie normale. Notre histoire était devenue une légende locale. Une mise en garde. Voilà ce qu'il se passe quand on fait du mal à un enfant. Et jusqu'où un parent peut aller pour protéger son enfant. À chaque fois que leur nom serait tapé sur Internet. À chaque CV envoyé. À chaque demande d'appart. L'histoire ressurgirait. Ma vengeance ne servait pas qu'à les punir. Elle servait à prévenir. En rendant leurs actes publics. Et en assurant des conséquences durables. J'avais protégé Clara. Et d'autres enfants qui pourraient croiser leur route. En rentrant à pied avec Clara après les courses. Elle m'a demandé pourquoi la dame à la caisse avait l'air si triste. Certaines personnes font de mauvais choix, lui ai-je répondu. Et parfois, ces choix leur collent à la peau longtemps. Elle ira mieux, demanda Clara, avec l'innocence des enfants. Ça dépend d'elle, ai-je dit. Ce qui compte, c'est que nous, on va bien. Et qu'on est ensemble. Clara hocha la tête sérieusement. Puis elle s'écria en voyant un chien de l'autre côté de la rue. Et le moment passa. On rentra à la maison. Dans notre vie tranquille, heureuse. Une vie dont Linda et Nathalie ne feraient plus jamais partie. La vengeance était accomplie. Mais surtout, la justice avait été faite. Clara était en vie. Elle s'épanouissait. Et elle était en sécurité. Linda et Nathalie vivaient chaque jour. Avec les conséquences de ce qu'elles avaient fait. Et tout le monde autour de nous savait maintenant. Exactement quel genre de personnes elles étaient. Parfois, la meilleure vengeance, ce n'est pas de détruire quelqu'un, c'est de révéler la vérité, et de s'assurer qu'il y ait des conséquences réelles, durables, pour des actes impardonnables. Grâce à cette vérité, Clara ne courait plus aucun risque face à leur cruauté ou leur indifférence. Les lumières de ce couloir d'hôpital, le jour où tout a commencé, ont aussi éclairé le chemin vers la justice. Et Clara était sauve. C'est tout ce qui comptait.